Aujourd'hui, je voulais faire mon bilan culturel du mois d'août 2024. Alors l'idée du bilan culturel, c'est que les items, les catégories changent un peu d'un mois sur l'autre selon ce que j'ai pu voir comme type de contenu culturel, si j'ose dire. Ce mois-ci, je parlerai pas de lecture parce que j'ai fait dernièrement un bilan de mon littératon féminin qui était proposé par Anthestésia d'août 2024. Donc je t'invite à aller regarder cette vidéo si ça t'intéresse de savoir ce que j'ai bien pu lire en août. Mais là donc je vais me concentrer sur d'autres choses que les livres. Et je vais commencer par les podcasts. Cet été en août, j'ai découvert un nouveau podcast qui est Face à l'Histoire, un podcast de France Culture qui est vraiment très bien fait. Donc à chaque fois c'est sur une personne importante. Moi j'en ai écouté que 2 pour l'instant parce qu'à chaque fois c'est une dizaine d'heures d'écoute. Donc pour l'instant j'ai écouté celui sur Céline et celui sur Simone de Beauvoir. Céline, c'était très intéressant pour moi parce que je l'ai étudié pendant mes 2 années de master littérature. Céline était mon sujet de mémoire pour ces 2 années. J'ai d'abord étudié Voyage au bout de la nuit en master 1 et j'étudie ensuite Mort à crédit en master 2. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on continue à découvrir des choses sur cet auteur parce que sa famille et ses ayants droit existent toujours et donc certains documents qui ne sont pas révélés, qui sont inaccessibles et donc en plus, voilà, c'est une période assez sombre, cette période de la Seconde Guerre mondiale et de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et en France, on a fait quand même tout un travail pour oublier cette histoire de la collaboration. Et donc ça a beaucoup bénéficié à Céline, évidemment, et à la mémoire de Céline, qu'on essaye d'oublier ces instants sombres de notre histoire. Et donc là, on est en train de découvrir certains aspects et de redécouvrir en fait certains aspects de son histoire. Et donc c'est des choses que même moi, il y a quelques années, quand je l'étudiais à fond, je n'avais pas accès à ces informations-là, ou en tout cas personne n'avait encore écrit de cette manière-là sur sa vie. C'était encore très très flou, ou alors c'est moi qui n'avais pas la maturité nécessaire pour me rendre compte des tenants et des aboutissants. Ça c'est fort probable aussi. Et donc c'était fascinant de redécouvrir cet homme qui, effectivement, son œuvre, en tout cas une partie de son œuvre est vraiment formidable. Je n'étais pas trop d'accord avec ici le journaliste de France Culture qui disait que c'est une œuvre qui marque surtout les hommes. Non, ça marque aussi les femmes. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup marqué. Je ne pensais pas qu'on pouvait écrire la littérature de cette manière-là quand j'ai commencé Voyage au bout de la nuit. J'ai lu les 80 pages de Voyage au bout de la nuit en une seule fois et ça m'a énormément marqué. À cette époque-là, j'aimais beaucoup aussi la littérature autour de la guerre parce que je la trouve très inventive, très percutante, troublante, bouleversante. Mais c'est aussi bien aussi de remettre Céline dans son contexte, de ne pas être complètement aveuglé par son œuvre, de se rendre compte aussi d'un parcours d'une personne, d'un intellectuel, des dérives qui sont malgré tout et de manière terrible très facile d'entrer dans ce genre de dérive, je pense. Surtout quand on est en colère, surtout quand on a été élevé d'une certaine façon, surtout parce qu'on est influençable en fait, terriblement influençable par ce qui nous entoure, par les discours qui nous entourent, par les personnes qu'on fréquente. Et c'est pas du tout pour dédouaner Céline, au contraire, je pense qu'on est responsable de qui on fréquente. Et Céline, très clairement, a choisi une voie très problématique, et même ces termes-là sont gentils pour parler de cette situation. Mais cette manière aussi de rentrer dans les détails, d'avoir accès à l'histoire de notre pays, mais de manière détournée à travers la figure d'un auteur, je trouve ça aussi très intéressant pour illustrer ce qu'a pu être une époque. Et pour mieux comprendre cette histoire-là, voilà, c'était vraiment édifiant. Ouais, je pense que c'est le terme. J'ai aussi écouté le Face à l'Histoire qui est consacré à Simone de Beauvoir, que j'ai trouvé moins percutant que celui de Céline. Même si c'était
encore une fois très intéressant et je trouve cette femme admirable, vraiment. J'ai lu il y a 1 ou 2 ans le mémoire d'une jeune fille rangée et ça a été vraiment une découverte très impressionnante pour moi. J'ai déjà lu d'autres œuvres de Simone de Beauvoir, mais cela me donnait encore plus envie de continuer à découvrir son œuvre. Mais j'ai trouvé ça moins poussé que celle de Céline et on rendait moins compte de l'aspect peut-être très unique et en même temps très ancré dans un contexte. Bien que, effectivement, l'intérêt aussi de ce podcast, c'est qu'on donne sa place au contexte historique et on ne fait aucun cadeau à la personne qu'on traite. Et je trouvais ça très édifiant à nouveau, la manière dont était traitée la vie de Simone de Beauvoir et de Sartre en parallèle aussi, dans l'entre-deux-guerres. Je pense que cela dit aussi beaucoup de notre époque à nous. Et je renvoie aussi à ma vidéo de la semaine dernière avec le cheval blanc d'Elsa Triolet. Cette manière en fait d'être dans une forme d'inconséquence face à l'histoire. On a l'impression que tout n'est que fait, que l'histoire ne peut pas se répéter, que les gens sont sont très peu politisés. Je pense qu'il y a des formes de ça, plus ou moins, à notre époque et qui a les mêmes dangers. Voilà, donc je trouve quand même ça très édifiant pour nos jours. Et cela m'a donné aussi envie de continuer à découvrir des podcasts. Donc si vous avez des propositions, des suggestions à faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je serais ravie d'aller explorer tout ça. Alors, en termes de YouTube maintenant, donc j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Project Camp. Et donc, c'est la chaîne YouTube d'un collectif, oui, qui vivent donc au Portugal, dans un terrain où il y a tout à faire, tout à construire, et ils construisent les choses de manière, enfin leur lieu de vie et de communauté, de manière éthique, responsable, écologique, et notamment avec beaucoup de matériaux de récupération, et ils font tout eux-mêmes. C'est très impressionnant, j'adore ce genre de contenu. J'adore regarder les gens travailler et construire des choses magnifiques en partant de rien. Et en plus, ce sont des gens qui filment leur avancée de manière très belle, très bien filmée, sans beaucoup d'effets. Donc c'est filmé de manière assez brute, mais c'est très bien monté ensuite. Enfin, c'est exactement tout ce que j'aime et on voit l'évolution. Au fur et à mesure qu'on regarde les vidéos, on apprend à connaître aussi les gens du projet qui sont tous admirables, d'humilité, d'inventivité, de créativité et aussi qui ont une force de travail incroyable. Et moi je trouve toujours ça très inspirant, même si je n'irai pas, je pense, construire une maison, mais qui sait, parfois j'ai ce genre de fantasme. Mais c'est facile d'avoir ce genre de fantasme quand on vit en ville, avec le travail que j'ai de fonctionnaire et dans son appartement qu'on loue. C'est très facile d'avoir ce genre de fantasme au fond de son lit. Hein, voilà, évidemment. Mais je vous conseille d'aller voir ça parce que c'est très beau. C'est exactement le genre de projet humain qui me donne foi en l'humanité. Voilà. Et ça m'est déjà arrivé ces dernières années de participer, alors pas tout à fait à ce genre de projet, mais à ce genre de communauté. Alors participer vraiment de manière très courte, juste pour des séjours en vacances. Et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est plein d'espoir pour l'avenir. Même si c'est juste des petites poches et que c'est quand même voilà, très petit ce qu'ils font, mais c'est quand même admirable. Ensuite, au cinéma, je suis allée voir Emilia Pérez, le dernier Jacques Audiard. Et alors, j'étais très enthousiaste en sortant de la projection. J'ai été conquise, même si au début, dès le premier... Alors, parce que c'est une comédie musicale, donc dès la première musique, je me suis dit, oula, vers où ça va ?
qu'est-ce ce truc? Et au fur et à mesure du film, j'étais de plus en plus conquise et enthousiaste et j'ai vraiment été prise par la fiction, même s'il y avait des grosses ficelles, même s'il y a des choses très très clichés, je trouve, et puis parfois vraiment problématiques, mais je vais y revenir. Ouais, j'étais dedans et je suis sortie de là et j'étais mais vraiment heureuse d'avoir vu cette chose. Ça m'a remplie de joie. Notamment, surtout au moment du générique où j'ai vu que l'une de mes chanteuses préférées, Camille, avait participé à la composition de la bande son. C'était la bande originale. Bon, bah là, je me suis dit, bah oui, évidemment que c'était elle. C'était tellement bien, ça ne pouvait être qu'elle, parce que j'aime vraiment beaucoup son travail. Mais quelques heures après, et quelques jours après, et encore plus maintenant, je reste assez circonspecte de ce film. Je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression en fait de me faire avoir. Vous voyez, un peu comme quand vous allez à un rendez-vous amoureux, le type a l'air charmant, il a l'air super. Vraiment, vous passez une très très bonne soirée, vous dites ok, il est génial ce mec. Et puis 2 ou 3 jours après, vous dites mais attends, est-ce que tout ça ce n'est pas trop faux? Est-ce que je me suis pas imaginé des choses? Est-ce que je me suis pas laissé avoir par le moment, par sa manière d'être, sa manière de paraître? Est-ce que ce serait pas juste un écran de fumée? Et j'ai vraiment cette sensation-là avec Emilia Pérez de Jacques Audiard. Parce qu'il y a une forme de ferveur dans le film où les événements s'enchaînent très rapidement, de manière très colorée, avec des booms un peu de partout. C'est assez attendu finalement quand on regarde bien, quand on réfléchit bien. Bon bah oui, d'accord. Et même la manière de représenter la maternité est assez... Alors voilà, 2 choses. Le fait... Non, bah, c'est même pas la maternité, parce que ça, bon, pourquoi pas. Mais c'est surtout la féminité qui est associée à la maternité de manière très très forte. Et j'ose espérer qu'en 2024, on puisse dépasser ce genre de représentation, même si moi je n'ai aucun problème avec le fait de relier la maternité à la féminité à la maternité. C'est une réalité biologique, sociale, évidemment. Ça peut être une grande partie d'une vie de femme. Mais bon, par pitié, est-ce que c'est obligé alors qu'on est avec... Enfin, quand même fou, non, de ramener un sujet qui est aussi... qui aborde en fait la marginalité et de la relier à la maternité. Mais pourquoi? Surtout une maternité qui est finalement très standard. Très très standard. Et aussi relier la féminité d'une manière ou d'une autre au fait de prendre soin des autres. Déjà, pourquoi? Et aussi de relier la féminité à la douceur. Bon, ça c'est un peu la même chose. Vous voyez, je trouvais ça très problématique. Après, il y a... Enfin, voilà. Et puis du coup, de rejeter la masculinité du côté de l'horreur, de l'agressivité, du crime. Ça aussi, est-ce qu'on pourrait pas dépasser cette vision de la masculinité? Est-ce que ce serait pas bon pour tout le monde, en réalité, de proposer autre chose et de profiter en fait d'un film tel que celui-ci pour proposer une autre manière de voir la féminité et la masculinité, voire même de transcender ces manières de voir les êtres humains. Je propose, je n'ai pas Après tout, je ne suis pas réalisatrice, donc bon voilà, mais ça me semble un peu... Ouais, profondément problématique de nos jours de montrer les choses comme ça, et puis ça ne fait pas du tout progresser le débat. Ouais, en plus, voilà, sur la transidentité, enfin, qu'on soit... Enfin voilà, je sais pas qui ça peut, qui ça peut convaincre. Je me demande vraiment pour qui est fait ce film. Bon, après tout, une œuvre n'est pas forcément faite pour un public, et d'ailleurs elle est probablement là plutôt pour déranger son public, donc pourquoi pas. Mais là, je ne sais pas si ça la dérange d'une manière efficace, c'est-à-dire d'une manière qui la fasse vraiment penser, vraiment reconsidérer les choses.
j'ai peur en fait que ce qui est proposé dans ce film soit assez vide finalement. Et donc, et que ce soit un peu facile. Ouais, c'est un peu facile que de faire tout ça, de proposer en fait ce qui m'apparaît de plus en plus comme une forme de bouillie idéologique, qui n'est pas idéologique justement, mais qui appartient plutôt à une forme de postmodernisme un peu bête et méchant. Et donc je serais très preneuse d'avis pour ceux et celles qui ont vu ce film pour mieux comprendre, me faire une meilleure idée, parce que voilà, je suis dans une forme de confusion et j'aimerais en sortir, si possible. Donc je suis allée aussi voir un musée, le musée de l'Orangerie qu'on trouve donc dans le Jardin des Tuileries à Paris, que je n'avais jamais vu alors que ça fait 11 ans maintenant que je vis à Paris, donc il était temps. C'est là où on peut voir les nymphéas, donc bien sûr expérience incroyable. Dans mon ignorance, je ne savais pas du tout qu'il y avait autant de grandes fresques des nymphéas, que c'était, parce que là c'est quand même dans 2 salles avec 4 pans de mur à chaque fois. Je ne savais pas du tout que ça avait cette surface-là. Donc c'est très impressionnant. Bon, il y a quelque chose qui gâche un peu ça, c'est qu'il y avait des jeunes femmes qui prenaient clairement des posts Instagram et qui profitaient donc de cette beauté plastique pour mettre en avant leur beauté à elles. Et donc il y avait quelque chose voilà, d'un peu bizarre, presque dystopique, qui moi m'a vraiment sorti de l'appréciation esthétique de ces très belles œuvres. D'autant plus que quand vous rentrez dans la salle, c'est marqué à l'entrée que Claude Monet a voulu créer un espace propice à la méditation avec ces œuvres-là, et donc on vous invite au silence. Mais voilà, la situation faisait que non, c'est difficile d'entrer dans une forme de méditation face à cette modernité un peu dystopique sur les bords. Enfin voilà, il y avait quelque chose de dérangeant, mais bon, pourquoi pas. Après tout, qui suis-je pour juger? Mais bon, voilà, c'est un peu bizarre. Et il y a dans ce musée-là la collection du galeriste Paul Guillaume, donc du début des années du XXe siècle, qui était donc un ami de Guillaume Apollinaire, donc comme c'est un poète que j'aime beaucoup et que j'ai aussi étudié, c'est très intéressant. Moi, je savais pas du tout que c'était là qu'étaient exposées certaines certaines peintures de Marie Laurencin, qui a été la compagne de Guillaume Apollinaire pendant un moment. Donc c'était très intéressant que de donner une image à voir concomitante au poème de Guillaume Apollinaire. Je pense que ça crée une forme de représentation beaucoup plus complète de ce qu'a pu être l'univers de ce poète en voyant ses œuvres. Et j'ai découvert un peintre que je ne connaissais pas, qui est Chaim Soutine, et dont l'œuvre est assez dérangeante parce qu'elle elle repose sur de violentes distorsions du réel, avec des images donc vraiment tordues, que ce soit des paysages ou, et ça c'est encore plus dérangeant, c'est l'image d'un homme qui est complètement tordu, comme si c'était face à un miroir d'air formant, ou alors face à une forme de maladie. Donc ici on retrouve l'expressionnisme dans toute sa beauté, sa beauté et sa laideur, notamment avec sa laideur fascinante qui confine à la beauté, et notamment avec des couleurs très vives aussi, qui viennent ajouter à l'expérience d'étrangeté face à ces peintures. Et donc on en ressort avec un vif sentiment. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous fait vivre quelque chose. On ressent le tourment, on ressent vraiment... c'est vraiment dérangeant. Et ça, j'aime beaucoup. Ça fait vivre quelque chose, une véritable expérience. Et dernière chose dont je voulais parler, c'est
un point sur lequel j'aimerais bien revenir dans chacun de mes bilans culturels, parce que le but c'est d'en faire un par mois, c'est les pratiques culturelles que je peux avoir et que je découvre. L'art, c'est aussi quelque chose qui se vit, qui se pratique. Et pour moi, c'est un aspect très important de mon existence. Et pour moi, c'est une partie très importante de l'expérience humaine en général, c'est de pratiquer un art. Et par art, j'entends vraiment beaucoup de choses différentes. On pourrait peut-être plutôt parler d'expression, de création que d'art, si art ça faisait trop snob. Et donc la pratique que j'ai découverte cet été et que j'ai pratiquée un petit peu en août, c'est le clown. Et donc on peut avoir bien sûr des clichés sur ce que c'est le clown, une représentation du clown notamment si on est allé au cirque, mais aussi parce qu'il y a eu des duos de clowns à la télé. Comment ça s'appelait, Charlène et Dino, quelque chose comme ça, Charlie et Dino. Bref, voilà, donc on peut avoir ces représentations un peu clichés de ce qu'est le clown, mais c'est très différent de pratiquer le clown que de regarder du clown. Autant moi, regarder des spectacles de clown, c'est pas quelque chose qui me dit plus que ça. Voilà, c'est pas un art qui m'intéresse à regarder, mais par contre à pratiquer, c'était vraiment une découverte fabuleuse. Donc c'est du clown de théâtre, donc l'idée c'est pas de faire des cabrioles ou des choses impressionnantes comme des acrobates. Ça reste quand même un art physique, beaucoup plus que le théâtre, bien qu'il y ait du théâtre qui ait une partie physique très forte. C'est un art de l'improvisation aussi, alors en tout cas quand on ne fait pas de spectacle, parce que j'imagine que dans les spectacles de clowns professionnels, il y a une part quand même un petit peu de mise en scène, de réfléchi en amont, ne serait-ce que sur la personnalité du clown en lui-même. Mais ça reste de l'improvisation, puisque ce qui est très important dans le clown, c'est la relation qui se crée alors avec les autres clowns, si vous avez d'autres clowns avec vous, mais aussi avec le public, puisqu'il s'agit donc de réagir, de faire réagir. Et c'est un art très très subtil, puisqu'il s'agit d'être à la fois en très grande connexion avec soi-même, très conscient de ce qu'on vit, des émotions, des sensations aussi qu'on a dans son corps, pour ensuite les exagérer, les faire émerger dans leur radicalité dans le monde, face aux autres, dans leur pureté aussi. Parce que le clown, ce qu'il va faire, c'est qu'il va montrer les choses qu'on ne montre pas, qu'on a l'habitude de cacher, dans une idée de grande authenticité. Donc il y a à la fois une grande présence à soi et aux autres, une grande authenticité, ouverture aussi. Et je trouvais ça très beau. Alors quand on pratique le clown, en plus on fait vraiment de l'improvisation totale, donc souvent il y a très peu de consignes, ou alors les consignes sont très simples et il faut voilà, faire, être là, être présent à ce qui se passe. C'est un peu le vide, on part un peu de rien, de juste ce qui est en nous. Parfois il n'y a pas grand chose et on doit partir de ça et voir ce que ça fait aux autres, ce que ça nous fait à nous, de voir les autres rire, et on y va quoi, on essaye des choses. Donc il y a cette notion de prise de risque qui, moi, me parle beaucoup, parce que j'en ai bien besoin. Vraiment quelqu'un qui contrôle beaucoup de choses, très anxieuse, et donc ça me permet de me libérer de ça. Et puis il y a aussi cette idée d'accepter le bide. Parfois ça fait pas rire, parfois c'est vraiment nul ce qui vient, et juste accepter que c'est nul, quoi, que c'est nul, qu'on est ridicule aussi, accepter le ridicule. Et je trouve ça vraiment très très fort. Et c'est aussi une épreuve de l'humanité. Voilà, c'est vraiment... on voit l'être humain tel qu'il est, comme il est, pas plus, pas moins, tel qu'il est maintenant. Et qu'est-ce que c'est beau, quoi. Ouais, moi, j'adore regarder les autres participants aussi se mettre à nu sur scène de cette manière-là, essayer des choses, être complètement perdu, se laisser aller à des choses qu'ils cachent d'habitude, à être comme des enfants presque. Et moi, ça m'émeut à chaque fois. Ça me fait rire aussi, parce que
ils paraissent à la fois ridicules parce que, bah oui, un être humain, c'est bourré de défauts, c'est assez ridicule en fait, on est tous très ridicules. Et en même temps, face à ce ridicule qui est accepté par le clown, il accepte d'être ridicule, parce qu'en fait il en a rien à faire, il est juste lui. Quelque chose de sublime qui s'en dégage, et moi je ressens une énorme compassion pour l'être humain qui se met à nu en face de moi, et c'est ça qui me fait rire, je ris de tendresse, et aussi parce que je me reconnais, et aussi parce que c'est beau, voilà, c'est tellement beau. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est très libérateur que de travailler sur ces failles, d'en faire quelque chose d'artistique, de beau, de drôle, de piquant. Il y a une véritable poésie de la fêlure et de la faiblesse dans le clown de théâtre que je trouve magnifique. Et moi, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et ça me remplit de joie et de bonheur que de voir cet aspect-là de l'humanité. Donc voilà, si tout ça vous parle, je vous conseille d'aller trouver un stage de clown près de chez vous et de tenter. Il y a des stages de clown qui durent juste un week-end, ou des initiations qui durent juste une petite soirée. Et donc voilà, parfois il faut se lancer. Moi j'avais pas du tout envie. Mon compagnon a dû quasiment me forcer à y aller, et j'étais conquise dès le premier essai. Donc je vous conseille d'essayer si ce que je vous en ai dit vous donne envie. Et voilà, et donc là j'ai fait le tour de ce que j'ai vu et puis apprécié pendant mon mois d'août 2024. J'espère faire la même chose pour septembre. J'ai déjà des petites choses à dire, et il y a des spectacles, des ballets de danse contemporaine qui sont à venir, donc j'aurai plein de choses à vous dire à la fin du mois. Et donc je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bonnes découvertes. Je serais curieuse aussi de savoir ce que vous avez découvert en août dans les commentaires, et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.